Donc bonjour et merci de m'accueillir à Montpellier. Je viens ici régulièrement aux rencontres moustiques l'année dernière pour travailler aussi avec Laurent Jean-Michel et l'équipe d'Outils Réseau un petit peu sur les pratiques collaboratives. On essaye un petit peu chaque année d'avancer un petit peu et ça produit des choses, hein, en particulier les travaux qui ont été mis en place sur Cooptique. Ce sont des choses sur lesquelles on contribue à réfléchir. Donc je vais aujourd'hui intervenir donc, au titre du Conseil national du numérique. Donc dans un premier temps, je vais expliquer très rapidement ce que c'est que ce conseil et vous présenter le rapport qui a été rédigé et présenté en novembre 2013 sur les questions de littératie et d'inclusion numérique et qui présente un petit peu une avancée un peu dans la compréhension de l'inclusion numérique. Et dans un deuxième temps, je parlerai un petit peu de la démarche que j'ai développée à Brest et que je nomme maintenant un petit peu une approche qui intègre la gouvernance contributive. Voilà un petit peu les deux volets de l'intervention. Et puis pour me libérer des tâches, c'est pas facile de se concentrer sur le discours et de faire avancer les diapos. Donc Laurent a bien voulu m'aider et donc fera passer un peu les diapos. Il sait à peu près ce que je raconte et donc il va s'adapter un peu au rythme du rapport. Donc, tout d'abord, le Conseil national du numérique a été mis en place en début 2013. Donc, il dépend d'Arnaud Montebourg et à l'époque de Fleur Pellerin. Et donc, 30 personnes ont été nommées par décret à ce Conseil national du numérique. Il y a dedans des personnes qui sont des universitaires, quelques personnes qui sont des web entrepreneurs et quelques personnes qui sont aussi au titre un peu d'une certaine vision de la citoyenneté du numérique et donc j'y participe un peu et d'autres personnes comme Valérie Peugeot qui à la fois travaille chez Orange en tant qu'un petit peu de prospectiviste sur le numérique. Elle avait une page dans Libération lundi, pour ceux qui ont pu le voir, et puis des gens comme Daniel Kaplan aussi qui est alors, je ne sais plus son titre exact, hein, mais un des responsables de la FING, qui travaille aussi un peu sur ces évolutions de société. Et ce Conseil national du numérique est donc saisi par des ministres sur des sujets. Et à partir de ces saisines, on établit donc des rapports, des préconisations. La première préconisation que nous avons rédigée concernait ce que l'on appelle la neutralité du net, où on a estimé que la neutralité du net, c'est-à-dire le fait de transporter des contenus, doit rester indépendant des contenus et qu'il ne s'agit pas parce que on est Orange, pour prendre un exemple, on privilégierait quelque chose qui soit de Dailymotion ou parce qu'on est chez Google, on privilégie YouTube. Garder cette neutralité du net nous semble important et nous semble faire partie des fondements d'Internet et doit être inscrit dans la loi. Vous savez que cette question est en débat aujourd'hui et qu'aux États-Unis, un certain nombre de grands groupes voudraient effectivement avoir des tarifs différenciés qui privilégient des paquets en fonction effectivement de ce que vous payez. Vous aurez plus vite un certain type d'informations. Donc là, c'était une première intervention. On a aussi travaillé sur d'autres sujets. Là, actuellement, on a rendu un rapport sur le traité transatlantique en expliquant qu'il fallait effectivement rester dans un cadre qui protège un peu l'Europe dans sa conception du numérique qui n'est pas la conception américaine, qu'il ne fallait pas en particulier que ce soit des tribunaux qui jugent des conflits entre l'État et des sociétés nord-américaines qui pourraient dire vous voulez mettre du logiciel libre, vous voulez défendre les libertés personnelles, vous voulez défendre la neutralité du net, nous on n'est pas d'accord et que ce soit jugé par un tribunal. On pense que c'est de la souveraineté des pays et de l'Europe de défendre un certain nombre d'éléments et donc on a rendu un rapport dans ce sens-là. On travaille aussi maintenant sur la neutralité des plateformes.
plateforme, c'est-à-dire faire en sorte, expliquer pourquoi avec le numérique, on a une hyper concentration et aujourd'hui, il y a un Google, il y a un Facebook, un Amazon, ce qu'on appelle GAFA avec Apple également, et qu'il faudrait effectivement que les données soient interopérables et que les personnes puissent avoir un pouvoir sur leurs données, ce que d'ailleurs la loi leur reconnaît en France et en Europe, mais ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et donc, on a différents sujets. On va aussi on a fait un gros travail actuellement sur le numérique et l'éducation, c'est-à-dire que comment on prend en compte le numérique à l'école, au collège et au lycée, avec quelques propositions autour d'apprendre à coder, l'idée de bac numérique, etc. Je ne peux pas en dire trop parce que c'est pas encore voté au sein du Conseil et c'est pas encore finalisé, mais donc on essaie de produire un rapport sur ce sujet-là et un autre sur le numérique et la santé. Ce qui est intéressant, c'est que ce groupe d'une trentaine de personnes commence à se forger aujourd'hui un corpus un peu dans lequel les gens se retrouvent, justement, qui prennent en compte un peu la vision du numérique en France. Vous savez qu'en France, il y a une CNIL, une commission informatique et liberté, et que normalement les données personnelles doivent être respectées, que vous pouvez les modifier, y avoir accès. Essayez toujours d'avoir accès à vos données sur Facebook ou sur ou sur Google. Vous verrez la complexité de la situation. Donc c'est important d'avoir ce lieu qui est un lieu de réflexion et d'élaboration de propositions. Et moi, j'y trouve en tous les cas personnellement une grande qualité du débat et de la réflexion, avec une grande diversité de ses membres. Et on aimerait bien qu'il y ait d'autres conseils du numérique dans d'autres pays en Europe pour pouvoir peser effectivement pour qu'il y ait une vision de l'Internet et du numérique qui ne soit pas simplement une vision dictée un peu par le marché et telle qu'elle se développe actuellement aux États-Unis. Je vais revenir plus concrètement donc maintenant au rapport. Le rapport sur l'inclusion était une des trois premières commandes que l'on avait de la part de Fleur Pellerin, qui était à l'époque ministre et qui portait un petit peu le conseil, accompagnait le Conseil national du numérique. Et donc on a mis en œuvre pour élaborer un peu ce rapport, ce qu'on appelle des auditions contributives, c'est-à-dire que nous avons identifié toute une série de personnes qui travaillaient sur ces questions-là et on les a fait se réunir et produire ensemble dans une démarche contributive. Il ne s'agissait pas que chacun exprime sa position et qu'on écoute quelqu'un pendant une demi-heure, une heure. On a défini des problématiques, des axes, des questions, et les gens interagissaient avec ces axes, ces questions. Et donc, cette démarche nous a permis de dépasser un peu des points de vue qui pouvaient être développés par des acteurs des réseaux de l'inclusion en France ou des chercheurs qui travaillaient sur ces questions, et d'avoir un dossier qui va au-delà de ce qui existait auparavant. Il se trouve que, personnellement, j'animais une association qui s'appelait Créatif. J'étais président de Créatif pendant une douzaine d'années, qui était l'association qui mettait en réseau les acteurs de l'accès public Internet en France. Et donc, j'ai bien vu qu'on avait franchi une étape dans les recommandations. Et donc, je vous laisserai tout à l'heure, bien sûr, être juge, effectivement, de cela. Il se trouve aujourd'hui donc que ce rapport intéresse pas mal d'acteurs, et donc avec Valérie Peugeot, mais aussi un petit peu Daniel Kaplan et d'autres personnes, eh bien, on est amené à présenter ce rapport un petit peu partout. Donc, j'étais à Charleroi la semaine dernière, on le présentera à Marseille le 5 juin, à Lorient la semaine prochaine, puis au Forum des usages, etc. Et donc, on essaye aussi, nous, d'avoir ces temps d'interaction avec vous pour voir effectivement dans ce qui est proposé, ce qui fait écho, et comment on pourrait le mettre en œuvre. Le Conseil national du numérique n'est qu'une instance consultative, on fait des propositions, on a essayé après de monter un peu des réunions, en particulier sur la politique de la ville, pour qu'il y ait une réappropriation de ces éléments-là. Et c'est un peu difficile parce que, vous le verrez dans le rapport, ce qu'on propose, c'est aussi de transformer un petit peu les acteurs des services de l'État ou des élus et faire en sorte qu'ils prennent conscience effectivement des transformations numériques qui se mettent en place. Donc le rapport s'appelle « Citoyenneté d'une société numérique, accès, littératie, médiation, pouvoir d'agir pour une nouvelle politique d'inclusion ». Donc il ne s'agit pas simplement de l'accès, mais justement de voir effectivement comment on prend en compte la médiation numérique, mais aussi le pouvoir d'agir, et comment derrière c'est un enjeu de société global qui est proposé dans ces éléments du rapport. Je vais en même temps essayer de suivre un peu.
Donc sur un petit peu un bref retour en arrière. Étant élu local aussi à Brest en charge de ces questions, je suis bien placé pour savoir que nous avons démarré à la fin des années 90 par une question d'accès accompagné. C'était important que, à l'époque où Internet démarrait, il y ait des lieux où les gens puissent découvrir cet outil. Et cet accès accompagné a été, je dirais, un peu le cœur de la politique de l'inclusion numérique pendant une dizaine d'années. Et donc, très souvent, la question qui était posée, c'était comment on va équiper, on va regarder le taux d'équipement, 70%, 80%, etc. Et cette question de l'accès reste importante et utile aujourd'hui, mais c'est pas le cœur du problème. Donc aujourd'hui, on ne souhaite pas raisonner en termes de fracture numérique, parce que il n'y a pas de fracture liée au numérique. Il y a dans la société des fractures sociales qui existent, des personnes qui sont isolées socialement, qui sont isolées parce qu'elles sont isolées dans les relations qu'elles ont, parce qu'elles sont âgées, parce qu'elles sont en difficulté sociale, des personnes qui n'ont pas une seule visite pendant une semaine. Et toutes ces personnes qui sont en difficulté sociale sont des personnes qui sont impactées effectivement par un plus grand isolement par rapport au numérique. Mais le numérique ne fait que prolonger et amplifier des fractures qui sont déjà existantes. Le numérique n'introduit pas en lui-même de nouvelles fractures. Et donc, petit à petit, le numérique a pris de plus en plus d'importance dans la société. D'ailleurs, il y a eu un changement de mot. Au début, ma délégation à Brest, c'était Internet et expression multimédia. Et puis, petit à petit, on est passé justement à cette notion de numérique. Parce que aujourd'hui, pour travailler, pour étudier, pour se déplacer, pour des actes de la vie courante, administrative ou sociale, eh bien, on utilise ces outils. Et donc, nous avons en particulier à Créatif co-organisé avec la région, avec la Corse, les premières assises de la médiation numérique qui se sont déroulées de mémoire en 2012, où on a pris ce virage de l'accès public accompagné à la médiation numérique. Et donc on reprendra cette notion de médiation dans le numérique dans le rapport en l'élargissant. Et on ne peut plus parler aujourd'hui de discours que est-ce que vous êtes dedans, est-ce que vous êtes dehors, parce qu'une personne qui peut très bien être à l'aise avec les outils, un ordinateur, le courrier électronique ou d'autres outils numériques, cette personne peut très bien après avoir du mal dans l'évolution de son métier. Parce que le métier du numérique se transforme la façon de faire. Quand on demande à une documentaliste d'animer, de former les gens à de la veille et pas simplement faire de la veille par rapport à des gens, quand on demande à un webmaster, maître du web, pas simplement d'écrire des pages web, mais d'amener les gens de la collectivité à écrire eux-mêmes les pages web, c'est plus du tout le même rôle qu'il a. Et il passe d'une posture où il fait, j'irai un peu dans son coin, les choses, à une posture où il travaille en réseau, il anime un réseau. Et tout le monde n'est pas prêt à le faire spontanément. Donc une personne peut très bien être webmaster et à l'aise avec les outils numériques et avoir du mal à se dire que je vais transformer mon boulot vers un boulot d'animateur, de mise en réseau, de facilitateur des acteurs de la collectivité. Donc on n'est pas dans du blanc-noir, on a effectivement des gens qui peuvent être inclus d'une certaine façon et exclus d'un autre. Aussi, je pense qu'on a dépassé la notion de génération X et génération Y, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un jeune est à l'aise avec ses pouces sur un téléphone portable que pour autant il aura un sens critique de la recherche d'informations et qu'il saura exactement ce que ça représente derrière et ce que ça veut dire. Et donc l'inclusion numérique, c'est pas simplement la dextérité à utiliser des outils du numérique, c'est une compréhension globale de ce que fait le numérique à la société et une appropriation au sens être capable d'utiliser ces outils pour étudier, se former, rentrer en dialogue avec d'autres. Et encore une fois, les jeunes spontanément ne sont pas forcément à l'aise avec ces fonctions de recherche d'information, d'analyse, de regard critique sur l'information.
Donc aujourd'hui, le numérique est omniprésent. Je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, mais on voit bien que quand vous cherchez de l'information pour un voyage, vous utilisez Internet. Lorsque vous voulez vendre votre voiture, vous allez utiliser le Bon Coin. Je ne vais pas multiplier les exemples, même lire les informations de plus en plus maintenant sont lues sur Internet. Aujourd'hui, la connectivité a beaucoup augmenté. On est aux alentours de 80% de connectés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire. Et les 20% de connectés, de non connectés, ça reste un enjeu. Et surtout que c'est les personnes qui sont éloignées. Et lorsque, par exemple, on met en place un programme Internet pour tous dans l'habitat social, on arrive à gagner 10% de plus, mais guère plus. C'est que les derniers 10%, c'est quelque chose de pas évident, mais qui relève d'une inclusion sociale et pas simplement de l'utilisation des outils. Que les usages se renouvellent sans cesse, on va passer. Et on est aussi dans un monde où donc à la fois le numérique prend de plus en plus d'importance et à la fois les inégalités sociales s'aggravent. Les gens qui sont effectivement sans qualification et sans emploi ont de plus en plus de mal à trouver du travail. Les inégalités de revenus ont tendance également à augmenter. Et donc il faut interroger le numérique à l'aune effectivement de ce contexte social dans lequel les inégalités sont plus importantes. Et donc l'objectif que l'on a, c'est pas de réduire la fracture numérique et de se réjouir qu'on est passé de 80% à 85% de connectés, mais c'est justement de réfléchir un petit peu à l'inclusion sociale de tous dans une société et une économie où le numérique joue un rôle essentiel. Et là, encore une fois, c'est comment le prof voit son métier transformé par le numérique, comment l'agent de la bibliothèque ou la documentaliste voit son métier transformé par le numérique, et des exemples comme cela, ou le chauffeur de taxi aujourd'hui en conflit. Il y a énormément, on est tous concernés par cette inclusion, et en particulier, on le dira tout à l'heure, on l'expliquera tout à l'heure, l'inclusion concerne aussi les élus et les responsables de services, pour lesquels, effectivement, je dirais, la mise en œuvre des services publics, la gouvernance du territoire est modifiée par le numérique. On passe. Donc, les points que nous allons maintenant aborder successivement, qui sont les éléments du rapport. Donc, le rapport est en ligne et puis on le mettra sur le site de Moustique. On mettra également un résumé, qui est une sorte de dossier de presse qui doit faire 15 ou 20 pages et qui présente un peu ces grands éléments-là, chacun environ sur une page. Donc, voilà les points que l'on va aborder. Et pour chacun des points, dans le rapport, vous trouverez une description en termes d'objectifs, quelques idées d'indicateurs de progrès, du comment faire, du financement et quelques exemples. Alors, l'accès à Internet et aux ressources reste quelque chose de nécessaire parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas encore accès. On le voit, pour reprendre les exemples d'Internet pour tous que je connais un petit peu, lorsque on met en place un service d'Internet à 1 € dans de l'habitat social, et qu'on fournit des ordinateurs recyclés à disposition des personnes, qu'on les accompagne avec des ateliers, que des personnes vont installer les ordinateurs à domicile des gens, et bien sur, en gros, une cité d'1 millier d'habitants, on a à peu près une centaine de nouvelles personnes abonnées, on distribue à peu près une centaine d'ordinateurs, et donc on a effectivement de l'ordre de 10% des personnes qui font un premier pas dès lors qu'il y a une politique publique d'accompagnement en très grande proximité. Quand je dis très grande proximité, c'est en gros un temps plein pour s'occuper d'animer ça pendant 1 an à l'échelle de 1000 habitants. Donc ça, c'est nécessaire pour avancer pour ces personnes qui sont vraiment très, très éloignées. Donc, poursuivre une politique ciblée de soutien pour les personnes très éloignées, ça reste important. Autre exemple, c'est Emmaüs Connect, qui fait un travail donc avec les chiffonniers d'Emmaüs. C'est ATD Carmonde qui fait également du travail particulier. À Brest, nous avons un point d'accès public à Internet qui est animé par le Resto du Cœur. Donc, faire en sorte que dans des lieux qui accueillent des publics en difficulté, il y ait cet accompagnement qui soit mis en œuvre, reste complètement indispensable. Et donc, on le réintègre là-dedans. Mais ce n'est pas du tout le seul élément d'une politique publique d'inclusion.
Le deuxième élément qu'on développe, c'est un trousseau numérique. Hop, tu vas trop vite. C'est-à-dire de permettre que des outils de base soient à la disposition des personnes. C'est-à-dire que toutes les personnes puissent avoir une sorte de coffre-fort numérique dans lequel leurs données personnelles puissent être stockées, qu'on puisse avoir un certain nombre de documents administratifs. C'est une idée qui vient aussi d'ATD Quart Monde et effectivement de prendre en compte des personnes qui sont un peu dans la rue et qui ont besoin d'avoir également ces outils pour communiquer. C'est pourquoi pas l'idée que tout le monde puisse avoir une adresse email en France. C'est pas forcément nécessaire d'aller fournir ses données personnelles chez Gmail, chez Hotmail ou d'autres. Ce sont des serveurs qui ne respectent pas les lois françaises ni européennes, et donc pourquoi leur donner vos données? Et donc il faudrait qu'il y ait un service public, pas forcément national, qui peut aussi être décentralisé avec des associations qui permettent effectivement à chacun d'ouvrir un blog, d'ouvrir une liste de discussion, d'avoir une adresse mail, un espace de stockage de ces informations. Et ça revient aussi à cette idée d'un Internet originel qui est un réseau distribué et non pas de concentration de pouvoir sur des grandes firmes qui réutilisent ces données effectivement à votre insu, parce que beaucoup de gens ne savent pas comment c'est réutilisé et qui permettent d'avoir tout un traçage de ce que vous faites, traçage d'ailleurs qui est exploité par des services de renseignement étrangers. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Donc, autre proposition, donc développer des tarifs sociaux ciblés pour Internet. Donc, c'est possible. Hein. Il y a un opérateur de réseau câblé qui propose un accès Internet. Quand c'est bien négocié, c'est Internet à 1 € par mois pour 5 mégabits. Donc, c'est possible. Donc, pourquoi on ne l'aurait pas sur les réseaux fibre optique? Pourquoi d'autres opérateurs ne le développeraient pas? Et donc, de faire en sorte qu'il y ait une sorte de service public de base, de façon à ce qu'on puisse effectivement avoir non seulement des outils de base, mais avoir effectivement ce tarif d'entrée sociale. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait effectivement que l'État, qui joue un rôle de régulateur, se penche dans la mesure où ça existe et que c'est possible pour l'un et ça devrait être possible pour les autres. Après, il y a deux propositions qui sont assez classiques mais qu'il faut rappeler sur l'accessibilité des sites et le fait que à la fois il y ait une ergonomie qui permette l'accès au site. Et puis le dernier point, donc on pense qu'il serait important aussi que lorsque l'État met des financements pour aider à l'aménagement numérique des territoires, une partie de ces financements aille aussi sur les usages et sur les services. Parce que si on y réfléchit un tout petit peu, lorsque vous créez des autoroutes de l'information, comme on disait autrefois, avec du très haut débit dans les territoires, quels sont les usages ? Principalement, vous allez plus facilement acheter sur Amazon, vous allez plus facilement acheter de la musique chez Apple et plus facilement regarder des vidéos sur YouTube. La consommation qui se fait, c'est une consommation qui est marquée par les plateformes, qui encore une fois sont monopolistiques et qui, quelque part, ont contribué à une certaine colonisation de la France dans l'état actuel, effectivement, de l'organisation de l'Internet. Et donc, que les collectivités territoriales, l'État et l'Europe investissent dans les territoires, c'est nécessaire. Mais si on investit dans les territoires pour qu'il y ait un aménagement équilibré qui permette de mettre le haut débit à la portée de tous, sans développer des services, eh bien, quelque part, il y a un non-sens, parce qu'on oublie effectivement cette question des usages et des services, et on ouvre la porte, effectivement, à, je dirais, que des services situés à l'étranger ne respectant pas les lois européennes fassent leur marché auprès, effectivement, des consommateurs. L'Internet, c'est un système dans lequel tout le monde peut être à la fois producteur et consommateur. Il faut effectivement permettre à chacun d'être producteur d'informations et pas simplement utilisateur. Le deuxième élément qu'on a développé en proposition, c'est donc la littératie numérique. Alors, c'est un mot un peu compliqué, hein, qui veut dire que faire en sorte que tout le monde puisse utiliser en connaissance de cause les outils du numérique dans son travail, dans son éducation, dans ses loisirs. Donc c'est une compréhension un peu de ce que c'est que le numérique, c'est pas simplement être capable d'utiliser. Et donc cette littératie numérique, aujourd'hui, elle n'est pas enseignée à l'école, ou très peu. Et je ne suis pas sûr non plus que tout le monde ait bien compris effectivement toutes les transformations qui sont en jeu.
Donc là-dessus, on va le retraiter dans le rapport sur l'éducation, mais il faut effectivement que tout le monde soit sensibilisé à ce que c'est que le numérique et ce que ça produit. Il y avait autrefois l'éducation à l'image à l'école. Je pense qu'il faut une éducation numérique. Et quand on dit éducation numérique, on dit probablement apprendre à coder, mais pas de façon abstraite, apprendre à jouer avec, effectivement, certains d'entre vous ont connu peut-être des langages comme Logo, avec la tortue, où on apprenait à programmer en voyant une tortue se déplacer. Donc je pense que la programmation est un art et c'est aussi un jeu, il faudrait aller dans ce sens-là. Et puis aussi faire réfléchir les gens sur ce que c'est que le numérique, comment ça fonctionne, et toutes les notions qui sont corrélées de coopération et de partage. Il faut effectivement dans la littératie prendre en compte tous les publics précaires, et il faut former toute une série de professions au numérique. Aujourd'hui, par exemple, les travailleurs sociaux ont un rôle de plus en plus important parce que beaucoup de prestations sociales sont liées au numérique. Et aujourd'hui, ces questions de la formation au numérique sont très peu traitées dans les instituts de formation des travailleurs sociaux. Et là, il y a un vrai enjeu important de faire en sorte que cette question-là soit prise effectivement en compte par tous les gens qui font de la médiation sociale. Pour ça, nous proposons également de constituer des référentiels communs qui expliquent effectivement ce qui doit être appris, que ces référentiels puissent évoluer. On souhaite aussi qu'il puisse y avoir des contenus de formation qui soient réutilisables de façon à faire en sorte que ce qui a été inventé quelque part serve à tout le monde et qu'on ait une économie d'échelle là-dessus. Le point de médiation reste un point important. Donc ça a été un virage, comme je disais tout à l'heure, des assises de la médiation numérique en 2012. Pendant longtemps, on avait en France un réseau assez important de plusieurs milliers d'espaces publics numériques qui étaient des lieux dans lesquels effectivement les gens pouvaient utiliser ou après utiliser les outils du numérique. C'est les maisons de l'emploi en Lozère, c'est des lieux qui sont différents. À Brest, ça s'appelait des papilles. Il y a aussi, dans certains endroits, il y avait des cyberbases. La difficulté, c'est les cyberbases, c'est que c'est des endroits qui coûtaient relativement cher et vous ne pouvez pas mettre 100 cyberbases dans une ville. Mais donc, il y avait une grande diversité de lieux. Et on s'est aperçu, en fait, que de plus en plus, l'accompagnement au numérique se faisait dans des lieux ordinaires qui n'étaient pas des lieux spécifiques dédiés à cela. C'est par exemple le cas des points d'accès public à Internet sur Brest, où tous les centres sociaux Maison pour tous sont des lieux qui accompagnent les personnes. Dans beaucoup d'endroits, ça se fait dans des médiathèques, des bibliothèques, des maisons de retraite, des foyers de jeunes travailleurs. Et donc, on a eu de plus en plus une diversité plus grande de ces lieux qui permettent d'accompagner les gens. Et donc, on est passé de lieux d'accès public à la médiation numérique. La médiation numérique étant plus vaste, dans la médiation aujourd'hui, parce qu'un chômeur, par exemple, qui a du mal à utiliser les ordinateurs, c'est pas à la maison de l'emploi qu'il trouvera effectivement de l'accompagnement, parce que les gens sont complètement débordés, et c'est souvent dans d'autres lieux que cela se fera. Donc la médiation numérique, c'est la médiation au service public, c'est faire en sorte que les gens puissent accéder au service public même s'ils ne sont pas à l'aise avec les écrans, et là-dessus, il y a du travail. Si on faisait une petite enquête sur qui utilise la déclaration d'impôt par Internet, on verrait bien que c'est socialement très typé et que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et donc, dès qu'on réfléchit à la mise en place de services numériques via Internet, que ce soit une collectivité ou un service de l'État, il faut en même temps réfléchir à comment on met en place la médiation qui va avec. Il est important aussi d'organiser ça à l'échelle des territoires, c'est-à-dire qu'il faut identifier ces lieux, que les lieux soient si possible nombreux, connus des habitants, parce que les habitants d'un quartier ne vont pas forcément se déplacer au centre-ville, parce que dans le milieu rural, les kilomètres, ça compte, et donc il faut que ces lieux soient denses sur le territoire. Et il est important aussi que toutes ces personnes qui ont été recrutées pour devenir des accompagnateurs de l'accès public, qui ont inventé leur métier, qui ont élargi leurs compétences, soient reconnues comme médiation et que ce travail soit valorisé. On ne trouve pas ça aujourd'hui forcément dans les référentiels de la fonction publique. La capacité à coopérer, la capacité à être médiateur, à expliquer est quelque chose d'extrêmement important. Et on a besoin
d'un maillage à l'échelle régionale et à l'échelle interrégionale. On a besoin aujourd'hui que toutes les personnes qui font de la médiation sur un pays, à l'échelle d'un bassin de vie, puissent travailler ensemble, puissent coopérer, se connaître, échanger des expériences. Et on a besoin que ce maillage des personnes sur le bassin de vie soit aussi un maillage à l'échelle régionale. Et là, si la région ou si le SGAR ne prend pas des initiatives, ça ne se fera pas spontanément. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus aucune région où il y a effectivement ce maillage qui se fait. Il y a encore quelques contre-exemples positifs, un travail qui se fait en particulier en région PACA, dans le Nord-Pas-de-Calais, mais le nombre de lieux d'accès qui sont fédérés dans ce réseau-là a considérablement réduit du fait d'une réduction des crédits. Et là, en fait, il faut s'appuyer sur des lieux existants et que l'accès public accompagné, la médiation numérique, soit présente dans les associations d'insertion, dans les FJT, dans les maisons de retraite, partout en proximité des habitants. Un élément un petit peu nouveau qu'on a développé dans ce rapport, c'est la question de ce qu'on appelle en anglais l'empowerment ou le pouvoir d'agir. De multiples expériences montrent que le numérique, s'il est bien utilisé, permet à des jeunes qui sont en difficulté de reconquérir de l'estime de soi, à des personnes âgées de communiquer également, de se réintégrer socialement. Et le numérique est quelque chose qui peut renforcer le pouvoir d'agir des personnes, à condition effectivement qu'on soit dans cette logique de reconnaître l'importance de la reconquête de l'estime de soi et de la confiance en soi. Autre élément sur le pouvoir d'agir, il est important aussi que l'État devienne l'État plateforme. Aujourd'hui, lorsqu'on a besoin de nouveaux développements, chaque collectivité fait les choses dans son coin, alors qu'on pourrait définir des cahiers des charges globaux, mettre en place des services au niveau global et que ces choses soient ensuite largement réutilisées. Par exemple, en Bretagne, on a les services de l'État en région et les collectivités territoriales ont défini une plateforme qui s'appelle GeoOrchestra qui permet que l'ensemble des systèmes d'information géographique de l'État, des collectivités, de la région, des départements, etc., interagissent. Chacun gère ses données, chacun en est encore responsable, mais les données sont interopérables et tout le monde voit les données de tout le monde, aux règles de sécurité normales. Et donc, on a besoin effectivement que l'État crée des plateformes de services. Je citais l'exemple de la question des données géographiques. On pourrait imaginer la même chose sur les données touristiques. On peut imaginer la même chose, ça commence à se faire sur les contenus de formation avec la plateforme Fun pour les cours massivement ouverts. Et donc il y a plein de domaines où on a besoin que l'État effectivement organise des plateformes interopérables entre elles, si possible dans des logiciels libres au sens que ce qui a été défini pour un territoire puisse être réutilisé dans un autre territoire, qui permettent une mutualisation. On a aussi besoin de pouvoir concevoir ensemble des politiques publiques. L'exemple qu'on peut avoir là-dedans, c'est par exemple sur ce qu'on appelle les muséos remix, où on va effectivement réfléchir à comment doit évoluer un musée à l'heure du numérique. On a la même chose sur les bibliorémiques, comment une bibliothèque doit être réinventée. Et donc, on peut aujourd'hui se poser la question d'un design au sens conception de service, et conception de service dans lequel les acteurs du service public interagissent avec les autres parties prenantes. Et aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a beaucoup plus d'expertise et de savoir-faire dans cette création co-construite que si vous faites appel à un cabinet de consulting qui va essayer d'imaginer ce que peut être les choses, alors que dans la réalité, lorsqu'on fait travailler ensemble dans une dynamique contributive un certain nombre de personnes, on voit à travers j'ai pu assister à des bibliorémix, effectivement, une émergence de beaucoup d'idées et beaucoup de projets. Donc cette idée de co-construction de nouveaux services publics, qu'est-ce que c'est que des services publics dans un territoire rural? Comment on fait cohabiter café, poste et puis services publics? Il y a des choses à inventer et à l'ère du numérique, on peut les co-inventer ensemble.
Et autre élément important pour nous, en tous les cas, c'est aussi de voir comment le numérique permet d'enrichir le débat public. Jean pourra vous dire plus de choses sur ces questions-là, mais à l'heure où on a des questions qui se posent sur les agendas 21, la transition écologique, le développement harmonieux des territoires, il y a énormément de dossiers qui mériteraient effectivement d'une co-construction des questions. Et donc le numérique permet effectivement d'élargir le débat. Et on a eu l'exemple aux dernières élections municipales d'une liste où les gens ont co-construit leur programme dans une petite commune rurale. Donc pour nous, le numérique est un levier pour faire en sorte que la société se mette en mouvement. Le dernier volet que je voulais aborder dans ce champ-là, c'est aussi la prise en compte de l'innovation sociale. Il y a énormément d'innovations qui se mettent en place dans le territoire et avec les outils du numérique, on peut donner à voir ces innovations, on peut les mettre en réseau. Alors, sur les questions de l'emploi, on voit bien aujourd'hui qu'il y a toute une série de métiers qui disparaissent, des nouveaux métiers qui apparaissent, et donc il faut se préoccuper en amont de ces questions-là et de voir de quoi on a besoin. Aujourd'hui, dans le numérique, on n'a pas forcément besoin simplement d'informaticiens, on en a toujours besoin, c'est des métiers qui restent en tension, mais on a aussi besoin de gens qui savent allier du développement informatique, du design, de la conception de services, de la créativité. Juste pour l'anecdote, le créateur de Facebook était quelqu'un qui suivait des études d'art et de littérature, tout en sachant coder. C'était pas forcément un scientifique. Et on a besoin effectivement dans la création avec le numérique de gens qui soient multicultures, qui soient interdisciplinaires. Et la créativité est aussi importante que les sciences dures classiques. Donc il faut réfléchir à la question des recrutements, préparer l'emploi par des immersions. On a des expériences qui se mettent en place à Montreuil en particulier, où des jeunes en formation et qui n'ont pas du tout un cursus scientifique développent des applications pour les habitants et les associations. Et on a besoin effectivement de cette interaction entre les besoins de la société et puis des jeunes qui sont formés et pas simplement des sociétés de services et de consulting. Alors, le point important et un peu nouveau aussi du rapport, c'est qu'on considère que dans l'inclusion numérique, les élus et les responsables de services sont concernés. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait une compréhension large des enjeux du numérique par les collègues élus ou par les collectivités en général. On est souvent dans une approche qui se résume au technopole, dans la version pépinière d'entreprise ou French Tech, et dans les réseaux très haut débit. Or, le numérique, c'est beaucoup plus que ça. Les métiers du tourisme vont être transformés. Aujourd'hui, Airbnb a le même chiffre d'affaires, la même cotation boursière que le groupe Accor. Et donc, on voit émerger des géants du numérique en quelques années. Et donc, il faut se poser la question de qu'est-ce que va devenir l'économie des territoires, quels sont les secteurs à développer du numérique. Penser le tourisme sans penser le numérique, à mon avis, c'est du penser à court terme. Et il est évident que dans des questions comme le tourisme, il faut introduire du collaboratif. Et déjà, on le voit bien avec Airbnb, on voit bien avec le covoiturage que c'est quelque chose qui émerge. Donc là-dessus, on a besoin d'avoir des référentiels de formation-action, qui permettent aux gens de s'emparer de ces questions et de comprendre effectivement comment le numérique fonctionne et ce que ça induit à la société. J'en profite pour indiquer qu'avant l'écriture, on a un mot pour désigner ce temps d'avant, ça s'appelle la préhistoire. Donc on va probablement avoir dans les années qui viennent un mot pour désigner le XXe siècle, le siècle d'il y a 10 ans, 15 ans, où il n'y avait pas de numérique. Parce que les transformations qu'apporte le numérique sont du même ordre de grandeur, sauf qu'elles sont beaucoup plus rapides, et que c'est vraiment une transformation sociale qui se met en place, et pas une transformation technologique. On a besoin aussi de changer l'attitude des cadres, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit une évolution qui est prise en compte par un certain nombre d'acteurs privés. Bon, je le citais tout à l'heure, mais la semaine dernière, Castorama a décidé de libérer la façon de fabriquer tous ces objets fabriqués par Castorama, c'est-à-dire que quand il fabrique une perceuse, vous aurez le code source
la façon de fabriquer la perceuse, le code des pièces détachées, de façon à pouvoir, si ça peut être fabriqué avec une imprimante 3D en plastique, vous pouvez le réimprimer la pièce détachée. Castorama vient de créer une encyclopédie du savoir-faire du bricolage qui est sur une licence Creative Commons, c'est-à-dire que tous les contenus sont librement réutilisables à la mode de Wikipédia. Donc on voit des exemples de grandes entreprises qui ont compris les enjeux d'une transformation par ces modèles qu'on dit contributifs, où tout le monde peut agir. L'encyclopédie du bricolage, elle va pas coûter cher parce qu'en fait, c'est tous les gens qui vont apporter leur contenu. Mettre les codes des pièces détachées, qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte simplement de mettre la documentation en ligne avec la cotation des pièces et le plan des pièces pour qu'ils puissent être éventuellement reproduits et réutilisés. Donc on est dans un monde qui devient un monde plus ouvert et plus contributif et non pas un monde fermé. Or, dans le même temps, aujourd'hui, les cours des universités ne sont réservés aux étudiants. Et encore, dans certaines universités, si vous êtes inscrit en licence de maths, vous n'avez pas le droit de regarder forcément le cours de la licence de bio ou de psychologie. Donc, au monde fermé d'avant le numérique s'oppose un monde ouvert dans lequel, effectivement, le business et les affaires ne se fait plus sur le copyright, mais se fait sur autre chose. Aujourd'hui, c'est pas Microsoft qui domine le monde du numérique, c'est principalement, effectivement, ce qu'on appelle le groupe GAFA, avec Google en tête. Là-dessus, le business va se faire sur les données et non pas sur, effectivement, le copyright. Et donc, il faut comprendre ces transformations, et pour comprendre ces transformations, eh ben, il faut effectivement que les cadres des services publics, des collectivités, soient effectivement formés, accompagnés à cette compréhension des transformations. Et les transformations, elles sont là tous les jours. C'est-à-dire que tout le monde ici va utiliser le Bon Coin pour vendre quelque chose. Tout le monde ou ses enfants vont utiliser les sites de covoiturage. Et donc, cette transformation, elle est là au quotidien. Elle touche quelques domaines. On l'a bien vu sur la musique et la vidéo. Elle va toucher l'éducation, elle va toucher la santé. Et il faut vraiment qu'on prenne conscience de ces transformations. Et donc, on a besoin de politiser les technologies, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe, de pouvoir anticiper les changements et de pouvoir effectivement créer un modèle de société qui prenne en compte ces changements. Je vais passer vite parce que je ne vais plus avoir de temps pour la deuxième partie. Donc on parle aussi d'indicateurs pour pouvoir mesurer un peu les choses, et des indicateurs qui soient qualitatifs aussi, c'est-à-dire qui a un sens et pas simplement dire on a 80% de connectés ou 85% de connectés, parce que les enjeux, comme j'essaie de l'expliquer tout à l'heure, sont plus larges que cela. On passe au deuxième élément, si vous voulez. Donc ce rapport, c'est un peu un cadre de pensée pour l'action. Donc ce qu'on a besoin, c'est de vos retours là-dessus, de vos remarques, de voir comment ça peut être mis en œuvre sur les territoires. Et le but de cette série un peu d'interventions que l'on fait les uns les autres, c'est justement d'expliquer un peu les éléments de ce rapport. C'est mieux écrit parfois que je le dis, donc vous êtes invités à le lire pour compléter ce point de vue. Toutes les auditions contributives, tout le monde a joué le jeu et a accepté que ces contributions soient en ligne. Donc vous avez une 50aine de contributions d'acteurs du numérique qui peuvent compléter ça par d'autres points de vue. On passe au prédit. Et pour revenir à quelque chose d'un peu plus concret après donc ces axes du rapport et inclusion sur le numérique, moi je vous proposais de présenter un petit peu une démarche locale que j'ai pu mener. J'ai été élu local sur la question du numérique sur Brest pendant 19 ans, donc c'est du temps long qui fait que les choses ont pu se construire. Et aux dernières élections, je ne me suis pas représenté, mais je dirais l'équipe précédente a été réélue, donc ce n'est pas une question de changement politique. Et il y a la délégation que j'avais reconduite, et donc c'est un collègue qui va continuer l'action. Quelques éléments sur lesquels j'ai donc donné le mot de gouvernance contributive pour essayer d'expliquer un changement de posture du politique, une compréhension d'un autre fonctionnement de la société qui est en émergence. Alors sur ces questions de gouvernance contributive, si vous tapez sur un moteur de recherche, j'ai fait toute une bibliographie qui est tenue à jour, et il y a quelques dizaines d'articles qui sont proposés. C'est des choses très récentes qui datent pour la plupart d'une écriture en 2013-2014 et qui essayent un petit peu d'expliciter un peu ces questions-là. Donc c'est quelque chose sur lequel, malheureusement pour le moment, je suis un peu dans
un éclairage local parce que c'est mon retour d'expérience et mon idée c'est aussi de s'inspirer d'autres territoires pour enrichir des exemples avec d'autres. Donc je vais, pour pas être trop long, donc vous présenter un petit peu les quelques facettes avec chaque fois, juste un petit exemple pour expliquer ça. Et donc, pour moi, la gouvernance contributive, c'est un mot que je mets sur un peu cette spirale qui a permis progressivement de mettre en œuvre une politique publique du numérique, mais de mon point de vue, ça s'applique à d'autres politiques, c'est-à-dire dans l'économie sociale et solidaire, dans l'éducation, on pourrait avoir la même spirale. De mon expérience personnelle, je vous la présente à travers un exemple qui est cette politique publique numérique, mais je ne vois pas de raison pour laquelle ça ne marcherait pas dans d'autres domaines. Donc le premier point qui me semble important à l'heure du numérique, c'est le faire avec. Le numérique augmente le pouvoir d'agir des gens et quelque part, si on veut transformer les choses, on ne peut pas le faire d'en haut, simplement. Il faut effectivement impliquer les gens dans ce processus. C'est un processus de transformation des territoires, de transformation des métiers, on le citait tout à l'heure, et dans lequel il faut que les gens s'impliquent. Et l'exemple que je vous donne, là, c'est les points d'accès public à Internet, où plutôt que de créer des nouveaux lieux spécifiques, on aurait pu le faire comme d'autres villes l'ont fait, mais à ce moment-là, on en aurait fait 2 ou 3. On a essayé de mettre de l'accès public accompagné un peu partout dans la ville, là où les gens vont ordinairement. Les gens, ils vont ordinairement dans une bibliothèque, dans une mairie de quartier, dans un centre social, une maison pour tous. Et donc, c'est cette logique-là qui a été développée, qui est une logique aussi qui a été dictée par des raisons d'économie. On ne pouvait pas créer des dizaines de lieux d'accès public et créer des dizaines d'emplois. Donc, on a proposé aux acteurs qui, aujourd'hui, accueillent les publics en proximité, d'intégrer le numérique dans leur accueil. Et aujourd'hui, que ce soit des cours ou que ce soit des activités autour du numérique sont présentes dans 108 lieux d'accès public sur Brest. Donc se faire avec, là, c'est donc le faire au rythme des gens et avec les gens. Ce qui présente 2 avantages. Tu vas au rythme des gens, donc il n'y a aucun jugement. Le dernier papy dans un équipement de quartier s'est fait 10 ans après le premier, mais c'est pas grave. Chacun va à son rythme. Simplement, au bout de la 10e année, le dernier s'est dit, moi j'y vais aussi, ça m'intéresse. Deuxième chose intéressante, c'est que si vous avez 108 lieux qui font de l'accompagnement de la médiation numérique, ça veut dire que vous avez des centaines de personnes qui ont compris que c'était leur rôle aussi de faire de la médiation numérique en proximité. Et donc vous avez une diffusion de cette idée de l'accompagnement numérique dans le tissu social, dans le tissu intermédiaire. Alors que si vous faites un lieu spécialisé, vous aurez un beau lieu, mais avec 3 ou 4 spécialistes qui ne diffusera pas dans la société. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, après le faire avec, c'est être en intention. Être en intention, on l'a appris sur Brest à travers un appel à projet. Chaque année, on propose aux gens de monter des projets qui essayent de favoriser donc, la diffusion des usages, l'innovation d'usage, etc. Et puis petit à petit, ça a grossi. Et donc, on est passé de 20 à 30, 40 aujourd'hui. Le dernier appel à projet en 2013 avait 50 réponses et 49 ont été retenues. Si bien qu'en fait, ce n'est pas un appel à projet, c'est un appel à envie. C'est-à-dire si, dans un cadre donné, vous avez envie de faire quelque chose, allez-y, on vous aidera. Donc tout le monde est retenu à partir du moment où il a envie de faire quelque chose. Donc c'est aussi accompagner les initiatives. Alors je dis tout le monde, il faut être réaliste, 50 sur une ville de 140 000 habitants, c'est pas tout le monde, mais c'est quand même important. Et c'est une logique différente d'un appel à projet, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des gens qui font des appels à projet, ils en sélectionnent 4 sur 100 réponses. Là, c'est quoi? C'est les meilleurs qui gagnent. Et alors que là, l'idée, c'est d'accompagner un mouvement, de faire en sorte que tous les projets interagissent les uns avec les autres. Quand il y a 10 projets de web radio, les gens, ils échangent entre eux. Parce qu'ils se connaissent, ils se rencontrent, etc. Des ateliers le permettent de le faire. Et dans l'évaluation qui a été faite par le laboratoire des usages Marsouin, ce qui a été dit très important, c'est que le fait de rencontrer d'autres acteurs, de partager des projets semblables est aussi important que d'être aidé financièrement au démarrage du projet. Le troisième élément, après faire avec et être en intention, c'est le donner à voir. Et dans une société du numérique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'information ne doit plus être cachée.
il faut que l'information puisse circuler et puisse diffuser. C'est le cas du logiciel libre, par exemple, c'est le cas de Wikipédia. On contribue à de l'information et cette information est diffusée en réseau. Donc pour ça, eh bien, on a développé des fermes de services dans lesquelles toute association peut avoir un site web. Et la ville de Brest a mis en œuvre une dizaine de sites participatifs où tout le monde a le droit d'écrire. Résultat, tous les projets, ben, la règle générale, si on dépose un projet, eh bien, c'est que le projet est intéressant pour soi et pour la collectivité, et il est donc intéressant pour les autres, et il est donc publié. Donc tout ce qui est fait est donné à voir. Et ça, c'est important parce que ça crée de la transparence, ça crée de la confiance, et en plus, ça coûte rien parce que c'est des sites qui sont fabriqués avec ce qu'on appelle des logiciels libres, des CMS, et donc tout le monde écrit, et donc un certain nombre de sites participatifs, on a atteint 1 millier de rédacteurs sur Brest, quoi. Il y a des centaines de personnes qui écrivent. Alors après, derrière, encore une fois, c'est des centaines sur 140 000 habitants, donc c'est pas tout le monde, mais c'est un mécanisme dans lequel, je dirais, on essaye d'encourager l'expression et l'échange d'informations en réseau entre les personnes. Du coup, on donne confiance aux gens, et puis certains projets émergent comme ça, y compris au niveau national. C'est le truc qui marche pas, j'arrive pas à le répliquer ailleurs parce que... je dirais dans la tête des élus et des services, donner la parole, permettre que tout le monde écrive, c'est un danger. Alors qu'il n'y a aucun danger. Hein. Les sites comme Brest, on a publié 12 000 articles depuis 10 ans. Et j'ai jamais eu de problème. Donc c'est complètement dans la tête. Mais je ne sais pas comment faire, si un jour quelqu'un a une idée, pour expliquer à mes collègues élus ou responsables de service qu'il n'y a aucun danger. Mais il y a pas, oui, mais c'est pas... Les gens... Ils écrivent, publier, c'est pas comme un forum, c'est pas comme un newsgroup où quand ils écrivent, c'est pour dire des choses. Et en général, c'est extrêmement important pour eux d'écrire. La difficulté qu'on a, c'est amener les gens à écrire et pas freiner l'écriture. Un point important après le faire avec, être en tentation de l'avoir, c'est l'outillage. Ben, il faut effectivement permettre aux gens de maîtriser ces outils. Et là, c'est pareil, c'est ridicule parce que faire un atelier par semaine, c'est quoi? C'est une demi-journée, l'atelier, une demi-journée de préparation. Donc avec un 20% de temps plein, sachant qu'une collectivité, comme on peut dire, il y a 2 ou 3 000 personnes, hein, c'est 20% de temps plein. Donc l'effort pour une collectivité de faire un atelier par jour ne serait qu'un emploi, l'équivalent d'un emploi sur les centaines ou les milliers d'une collectivité. Donc, et après, si les gens apprennent à utiliser les outils, eh bien, ils deviennent effectivement en capacité d'agir. C'est faire en sorte que le journal de quartier, ce ne soit pas une société de service ou que ce ne soit pas une association d'éducation populaire qui le fasse, mais les habitants eux-mêmes. Et que l'association d'éducation populaire soit là en accompagnement. Ensuite, le point important après outiller, c'est la notion de bien commun. Donc nous l'avons expérimenté à travers les CD bureaux libres. À un moment donné, on a mis en œuvre des CD de logiciels libres qui permettaient d'avoir tous les outils courants de logiciels libres. Et donc on s'est aperçu là que de fabriquer quelque chose qui était un bien commun, le CD, on le distribuait, on disait aux gens, surtout copiez-le. Vous avez le droit de le copier, de le diffuser, etc. Et donc, on essaye à travers ça, justement, de sensibiliser les personnes au fait qu'avec le numérique, on est pour la première fois confronté à la gestion de l'abondance. Et gérer l'abondance, c'est justement rendre les choses publiques, les diffuser largement, et ça ne coûte rien si le CD est diffusé. Et donc, on a eu la chance que ça a bien marché. Et donc le CD a été mis en œuvre dans les 4 universités en Bretagne, distribué à tous les étudiants, et on en a produit plus de 300 000 exemplaires. Et derrière ça, on s'est aperçu qu'en fabriquer de CD, on a fait appel aux gens qui voulaient le faire, et on a une 30aine de personnes qui ont participé. En 2 mois, le CD était produit. Des gens ont écrit le tutoriel, d'autres gens ont évalué les logiciels pour choisir ce qu'on mettait, d'autres ont fait une graphiste de maquette, d'autres ont fait l'install, parce qu'il fallait que le CD soit auto-bootable, marche tout seul, etc., qu'il n'y ait pas de bug. Donc il y avait plein de métiers différents, et ça a super marché. Donc c'est un peu là qu'on a un peu appris la coopération, et à partir de là, on a lancé un projet qui s'appelle Wikibrest, qui est une sorte de carnet où on raconte le vivre ensemble sur le pays de Brest, le patrimoine, on met les recettes, on met les journaux de quartier. Et aujourd'hui, par exemple, tous les journaux de quartier ont un portail sur Wikibrest, parce qu'un journal de quartier, il est distribué, et puis au bout d'un mois, il est dans les tiroirs où il part à la poubelle.
Quand il y a 100 numéros, c'est du gâchis quelque part. Et donc on a essayé de créer une mémoire collective à travers ce système-là. Et donc, ça a été vraiment une expérience intéressante de créer un espace collaboratif. Et ça peut marcher partout. Donc, il y a aujourd'hui 20 ou 30 wikis comme ça, Wikimanche, Wikirennes, etc., qui ont été développés sur les territoires et qui permettent aux gens de montrer que tout le monde peut écrire, raconter des choses sur le territoire. On avait un abécédaire d'une école qui racontait l'histoire d'une école qui avait été faite par des personnes d'une médiathèque, et puis ils en avaient tiré 200 exemplaires, puis après ça disparaissait. Aujourd'hui, on a dépassé les 60 000 visites de cet abécédaire sur Wikibrest. Donc ça veut dire, et on a plus d'une centaine d'articles, de publications de gens ordinaires qui dépassent les 3000 visites. 3000 visites, c'est le tirage moyen d'un bouquin. Donc on permet à des gens ordinaires d'être lus et de valoriser effectivement ce qu'ils ont à dire sur un territoire. Et donc on a appris à travers Wikibrest la coopération, on a développé après une série de projets collaboratifs, je n'aurai pas trop le temps de les détailler. Mettre en commun. Donc sur Wikibrest, eh bien, donc, on est parti sur une licence Creative Commons, c'est-à-dire que tout ce qui était mis là-dedans était quelque chose qui, en général, était réutilisable. Je dis en général parce que quand on prend un vieux texte de journal de quartier, il n'était pas, il y a 5 ans, en Creative Commons, et donc il est sur un autre droit. Mais c'était un temps, effectivement, de sensibilisation à toutes ces questions de droit et de licence du numérique, et qu'il existe des systèmes qui permettent non pas de céder ses droits à quelqu'un, comme parfois on le demande, mais de dire ce que je fais, si vous le trouvez intéressant, vous pouvez le réutiliser, juste vous citez mon nom parce que je suis auteur, c'est le droit moral en France. Et donc on a organisé par exemple des collectes de photos pour les mettre dans l'encyclopédie Commons de Wikipédia, et on a collecté en l'espace d'un mois des milliers de photos. Donc aujourd'hui il y a, je crois que la dernière collecte c'était 8000 photos. Et on a créé un événement qui s'appelle Brest en bien commun, qui essaye justement de faire comprendre cette notion de bien commun. C'est-à-dire, est-ce que quand on publie un article scientifique dans une revue, est-ce que c'est la revue Elsevier ou d'autres qui en est propriétaire, ou est-ce qu'on met d'abord en archive ouverte pour que la connaissance soit accessible? Sachant qu'aujourd'hui, des universités et des écoles d'ingénieurs sont obligées d'arrêter les abonnements à Elsevier parce que 50 000 €, on les a plus forcément. Et donc, la science ouverte, le partage effectivement des connaissances et des savoirs sont un élément important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir démarré Brest en bien commun en 2009 et 2011, c'est devenu Ville en bien commun en 2013. Et donc, je vous invite à participer à Ville en bien commun, qui deviendra probablement Territoire en bien commun en 2015, et qui permettra comme ça de populariser ces questions de bien commun. Qu'est-ce qu'on met en partage, et que le partage crée effectivement de la richesse commune et du plaisir de partager et de faire ensemble. Et dernier élément un peu de ce triptyque, après, il a fallu aussi former d'un point de vue méthodologique. Parce qu'à l'école, on apprend à cacher sa copie, alors qu'ici, on est dans une logique où on apprend à réutiliser, à copier intelligemment. On apprend à être feignant, au sens que si d'autres peuvent le faire, ne le faites pas. Et donc, ces idées de copier et ne pas cacher sa copie, cette idée de réutilisation intelligente, je ne parle pas de plagiat bien sûr, cette idée de faire avec les autres et de faire en sorte que chacun fasse sa part, sont des idées neuves, et c'est pas spontané. Et donc pour ça, il y a des formations. Donc nous, on est un grand utilisateur d'Animacop, et donc on a aujourd'hui formé 100 personnes sur la région brestoise, et derrière, ça produit du travail en réseau. Je n'aurai pas trop le temps de détailler, mais on a un réseau de 130 documentalistes qui fait une animation toutes les semaines. On a les acteurs de la foire à la bidouille qui organisent 2 rassemblements qui mélangent tous les savoir-faire du répar café, où on apprend à réparer des objets, de la fabrication numérique, de la fabrication de circuits électroniques, de la réparation de vélos, etc. Et donc on voit effectivement émerger des gens qui ont acquis un peu les méthodes et les principes du travail en réseau, qui sont heureux de le faire. Pour autant, c'est pas forcément reconnu comme une qualité professionnelle, mais ça crée de la richesse locale, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important de comprendre que la société va de plus en plus fonctionner en réseau, et qu'il faut apprendre à coopérer. Et donc là, quelques éléments de ce que ça produit. Les cartes participatives, on a un portail des savoirs où toutes les conférences de Brest sont mises en ligne. Territoire sonore, c'est des balados diffusion. Le TIFAB, c'est un Fab Lab breton. Et donc on a
plein d'initiatives et on en a de plus en plus du fait effectivement qu'on commence à avoir une sorte d'écosystème pour lesquels les notions de coopération et de partage sont acquises. Et aujourd'hui, donc, on est sur un projet qui s'appelle Bretagne Créative, qui vise à mettre l'innovation sociale en réseau, parce qu'effectivement, on se rend compte, dès qu'on regarde, je n'aurai pas le temps, mais si on faisait le sondage, qu'on vous demandait de citer une innovation sociale, tout le monde en a une ou deux à citer. Et qu'il y en a autour de nous, il y en a des dizaines, des centaines et des milliers. Simplement, ces innovations sociales, ces personnes qui s'impliquent pour rendre mieux un service ou inventer de nouveaux services, elles sont dispersées dans tous les champs, que ce soit l'économie sociale, l'éducation, la culture, les loisirs, etc. Et donc, il n'y a pas une vision globale de la puissance de transformation sociale de tous ces acteurs. Et donc ça, c'est un peu mon pari pour les années à venir, c'est d'essayer de faire en sorte que ces centaines, ces milliers de personnes qui participent à la transformation sociale deviennent une force de transformation sociale à côté des politiques et de l'expression représentative démocratique classique. Il y a d'autres forces qui agissent, il faut leur reconnaître de l'importance. Et donc, c'est un peu cet enjeu-là, c'est effectivement élargir la coopération, le partage et participer à une transformation vers une société en transition, à la fois écologique, mais à la fois aussi qui crée du lien social, qui augmente le pouvoir d'agir des gens et qui nous rend fiers effectivement de nous-mêmes et d'appartenir effectivement à une société.